D'abord, j'ai ressenti une très grande joie, puisque d'abord de m'adresser à un peuple de lecteurs, puisque la Corée est l'un des pays du livre, parmi d'autres, mais de façon tout à fait remarquable. Et puis la lecture pour moi, je peux dire que c'est en quelque sorte ma vie. Je crois que depuis que j'ai appris à lire, il ne s'est pas passé un seul jour sans que je n'ai lu quelque chose. C'est une sorte de besoin physique. Il y a peut-être eu une exception. Lorsque je faisais une compétition sportive de cyclisme, et il a fallu que je fasse du vélo pendant 3 jours de manière continue. C'est peut-être le seul moment de ma vie où je n'ai pas lu. Principaux objectifs de votre mission, vous avez cité... Ah, je n'ai pas terminé. Aju, Oliowayo. C'est très difficile. Mais j'ai tenu effectivement à essayer d'apprendre le coréen parce que je ne fais pas de différence entre la langue et la pensée. La langue, c'est le cadre naturel de la pensée humaine. Et apprendre la langue, c'est essayer d'avoir aussi un accès avec l'âme coréenne. Or, c'est précisément cela, le cœur de ma mission, comprendre la Corée et ses habitants. Oui, tout à fait. Le premier, c'est naturellement la poursuite du soutien à la traduction de textes français en langue coréenne. En 2019, nous avons traduit 26 textes littéraires. Et cette année, en 2020, nous ouvrons un deuxième fonds pour la traduction de textes français, francophones plus exactement, en dehors de la France, également en langue coréenne, d'auteurs étrangers non français. Eh bien, nous avons adopté, en effet, dès 1981, une loi en ce sens, en considérant qu'effectivement la culture n'est pas un marché comme les autres, et que par conséquent, cela justifie certaines limitations ou un certain encadrement de la liberté du commerce. Après de très nombreuses discussions, on peut dire maintenant que ces mesures font l'unanimité en leur faveur de la part des professionnels, en ce qu'elles ont permis d'assurer d'abord une grande diffusion, une grande viabilité à l'ensemble des productions, notamment celle des petits acteurs et des petits distributeurs. La loi a été également enrichie récemment avec l'introduction du livre numérique dans ces dispositifs. Cette mesure a permis de soutenir la création française. Et avec elle toute la chaîne du livre et de la production cinématographique, en assurant pour celle-ci une visibilité et une viabilité à l'ensemble de ses créations. Alors, l'automne, c'est traditionnellement la saison des prix littéraires. Leur succès est variable et on ne peut pas encore véritablement en tirer des conclusions définitives, mais bon, on a un certain nombre de prix qui se trouvent en tête des ventes, notamment le prix Goncourt qui a été attribué à un écrivain qui s'appelle Jean-Paul Dubois pour un livre qui s'intitule « Tous les hommes n'habitent pas le monde ». Il y a le prix Renaudot également, attribué à Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges. Le prix Femina pour Sylvain Prudhomme, avec un roman qui s'intitule Par les routes. Et le prix Médicis, qui a été attribué à Luc Lang pour un roman intitulé La Tentation. Un titre qui a marqué cette saison, c'est le roman de Karine Thuil, qui s'appelle Les choses humaines, qui est prix Goncourt des lycéens et prix Interallié. Donc il a reçu 2 prix et qui aborde la thématique des violences faites aux femmes, qui est à l'heure actuelle un sujet très important et très débattu dans la société française. C'est peut-être l'un de ces indicateurs sur lesquels vous m'interrogiez. Habituel, récurrent, majeur. C'est une tradition française que de s'intéresser à la pédagogie et à l'éducation. Parmi nos grands philosophes d'avant la Révolution française, on peut mentionner Jean-Jacques Rousseau, auteur de l'Émile, qui était un livre d'éducation, mais il y en a eu bien avant lui. L'éducation est une question qui a toujours passionné les Français, et nous n'avons jamais cessé de nous remettre en cause en la matière.
La dernière évolution, c'est notamment la création d'une commission autour du neuropsychiatre Boris Cyrulnik, excusez-moi, qui a pour but d'émettre des recommandations sur les 1000 premiers jours de l'enfant. L'objectif de cette commission est donc de faire des recommandations sur le congé maternel ou paternel, la santé, la nutrition, les modes de garde, la formation des professionnels de la petite enfance, la place du père, qui est un point très important aussi, de façon à amener à des réformes dans le domaine éducatif et législatif sur l'enfance. Enfin, bâtir en quelque sorte une politique de soutien à la parentalité dans notre pays. Alors ça, c'est pour les 1000 premiers jours, ceux qui sont antérieurs à l'entrée à l'école, puisque vous savez qu'en France, nous avons aussi une tradition de scolarisation très tôt dans la vie des enfants, puisque l'école maternelle est accessible à partir de 3 ans. Alors, je vous citerai un goût de mon enfance, qui est celui des galettes de blé noir ou des galettes de sarrasin. C'est quelque chose c'est un plat populaire de Bretagne. Voilà, on mange ça avec du beurre, avec des saucisses, avec du jambon, avec des œufs. Voilà, on mange ça avec du beurre, avec des saucisses, avec du jambon, avec des œufs. Et alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai retrouvé à peu près le même goût en Corée avec les memil guksu. C'est fait avec la même farine, ça a presque le même goût et j'en suis très heureux. Alors, le premier livre que je conseillerais à nos amis coréens, c'est un livre écrit par un Britannique qui s'appelle Theodore Zeldin et qui s'appelle Les Français, tout simplement. Theodore Zeldin est l'auteur également d'une énorme somme qui s'appelle Les Passions françaises, en 5 volumes. Et je suis sûr que les lecteurs coréens trouveront beaucoup de points communs entre les passions françaises et les passions coréennes. La passion pour l'honneur, la passion pour la politique, la passion pour le langage. Un autre livre qui m'a marqué, c'est le livre de René Grousset qui s'intitule « Bilan de l'histoire ». René Grousset est un académicien qui est un petit peu oublié aujourd'hui, sauf pour tous ceux qui s'intéressent à l'Asie, parce qu'il a écrit énormément sur l'Asie, notamment un livre qui s'appelle « L'Empire des steppes », et qui est une monumentale étude sur les empires nomades de la Haute-Asie et de leurs interactions avec les civilisations de l'Asie orientale et de l'Asie du Sud. Et alors, c'est cette expérience, cette connaissance qui lui a permis d'avoir cette vision aussi profonde de ce que sont les civilisations et les cultures. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Comment elle se bâtit? Sur quels principes? Comment elle se développe, comment est-ce qu'elle peut éventuellement disparaître. Enfin, mon troisième livre, mais je crois que je l'ai déjà presque cité, c'est un texte beaucoup plus ancien, puisqu'il date du XVIe siècle, de la Renaissance. Ce sont les 2 romans principaux de François Rabelais, Gargantua et Pantagruel. Voilà, une histoire comique de géants qui découvrent le monde et la culture, et qui sont animés par un appétit de connaissance à la hauteur de leur taille. Et ces 2 romans, je les trouve typiques de l'esprit français, dans ce qu'il y a de meilleur, dans cette soif de comprendre et d'améliorer le monde.